On est de retour pour la balado-diffusion du Grand Prix Skidoo de Valcourt. En cas de doute, gaz au bout, je capote sur ce nom-là. Je trouve tellement que c'est approprié pour ce qu'on fait. Et un gars qui n'a pas peur de peser sa planche, c'est l'ami Carl Degg qui est de l'autre côté pour nous parler de sa carrière sur une moto. Comment ça va, Carl? Salut Anthony, je suis vraiment content de parler avec toi ce soir, là. Je pense qu'on va avoir un bon podcast. Ça va être Ouais, super le fun. c'est pas les sujets qui vont manquer, là, parce qu'on parle quand même d'une carrière de plus de 20 ans au sommet de la compétition. Bon, t'es probablement plus au sommet de ta carrière, là. Il en reste moins qu'il en restait probablement, mais il y a tellement de souvenirs à travers tout ça, c'est sûr. Effectivement, écoute, j'attends ma 24e année sur la course sur glace, la moto sur glace. Donc, c'est pas d'hier qu'on fait de la moto et à haut niveau aussi. Tu sais, j'ai compétitionné là, dans les têtes des pelotons tous les ans. Mais ça reste que je suis encore aussi motivé. Mais écoute, maintenant, là, je vais compétitionner puis j'aime autant le show en dehors de tout ça, les amis, puis donner un bon show que vraiment compétitionner, qu'il fallait absolument gagner là, auparavant. Là. Le jeune Carl Degg qui a commencé en 98, puis le Carl Degg de 2021-2022 bientôt, la mentalité a-t-elle changé? Est-ce qu'on a une approche différente de la compétition? Je te dirais, là, depuis, j'ai eu un gros accident là, côté de mon pied là, en 2017. Oui. Et à partir de là, je te dirais que ça avait changé beaucoup. Là. Depuis 2017 que je n'arrache beaucoup, là, côté pied, épaule, un peu tout le corps là, qui ne suivait plus. Donc, j'avais perdu pas mal le minding là, d'aller compétitionner puis vraiment donner tout ce que j'avais. Sauf que là, cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit regain encore qui dit ouais, là, mon pied, ça va quand même assez bien. Le corps, il suit plus. Je vais lui donner comme un petit break une couple d'années. Fait que là, je veux y retourner cette année. Je rééquipe mon bicycle. Je m'équipe comme du monde pour aller jouer en avant, pour aller montrer encore à la gang que je suis capable. Donc, non, on est encore là. Finalement, watch out la compétition, on s'en vient pas à peu près. On s'en vient pas à peu près, mais écoute, la compétition est quand même assez forte. Là. Oui. Tu vois, l'année passée, pas l'année passée, l'année d'avant, avec Valco, le show que Guillaume Moreau a donné avec Boisvert et tout ça, c'est des gars qu'aux autres, ils ont hâte de compétitionner contre moi parce qu'ils veulent me battre. Parce Mm-hmm. que habituellement, le monde qui va courser à Valco, ils veulent battre du Maxime Sylvestre, Carl Degg, si Dominique Beaulac est là, ils vont là parce qu'ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs. Fait que, sauf que là, ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs que moi pour les amener pour les années à venir. Et puis moi, quand j'ai regardé ça en 2020, j'ai dit aïe, aïe, va en arracher peut-être un petit peu. On le dira pas trop fort, mais ça va être ça. Il y a des milliers de gens qui vont regarder la balado, donc ils vont se préparer en conséquence. Inquiète-toi pas là-dessus. Mais là, rendu où est-ce que tu en es dans ta carrière, tu parles des plus jeunes et des vétérans. Dominique Beaulac qui a vu neiger, t'en fais partie de ces vétérans-là, évidemment. Effectivement. Tu sais, les vétérans, peu importe le sport, ils tiennent la porte. Puis à un moment donné, les jeunes, ils veulent la pousser, la porte, puis rentrer dedans. Tu as l'impression que le vent commence à être pas mal plus fort dans la porte? Écoute, le vent, oui, il est de plus en plus fort. Je pense que la différence, c'est moi-même qui a fait, en voulant dire, je n'ai pas lâché prise, mais tu sais, qu'est-ce qu'on avait à prouver, on l'a fait un petit peu. Qu'est-ce qui est le fun maintenant, c'est qu'on peut, comme moi, par exemple, je reste vraiment dans le milieu de la moto sur glace. Je suis vraiment présent. Je suis présent un petit peu partout l'été aussi. Donc, maintenant, on peut partager notre passion puis les aligner mieux pour que ça aille bien pour tout le monde. Ouais. Donc, Puis en plus, tu as les deux mains dedans. Puis ça, on y reviendra un petit peu plus tard, de ton entreprise qui prépare des pneus qui sont faits exprès pour la glace. Et de plus en plus de compétiteurs vont utiliser justement tes pneus pour aller justement compétitionner sur le circuit. On va en parler un petit peu plus tard parce qu'avant ça, Carl, il faut qu'on parle de ta carrière. On l'a dit tantôt, ça a commencé en 1998. Mais au préalable, ça prend toujours quelqu'un pour t'amener aux courses. Ça a commencé comment pour toi, plus jeune? oui, effectivement, quand on est jeune, écoute, c'est nos parents là, qui font en sorte qu'on va Ouais. courser et si on va performer aussi. Moi, ça a commencé en 98 sur la glace, directement sur la glace. Je n'avais jamais touché à un motocross sur terre.
C'est mon père qui m'amenait aux courses. Ma mère aussi qui suivait avec son chum et tout ça. Écoute, la première année que j'ai embarqué sur une moto sur glace, j'avais le numéro 98. Je me rappelle comme si c'était hier. Je m'en vais aux courses avec mon père. Dans le bas du pick-up, il fait environ moins 25. Écoute, je pense à Sorel Tracy. Anyway, tout ça pour dire, j'embarque sur le rond. Je finis un tour en arrière du dernier. Là, tu sais, j'étais loin. OK. Fait que là, mon père me regarde, dit, puis mon homme, comment que c'était? Hey, j'ai trippé les grands yeux, tout ça. Ça. Et, all right, on continue. Mon père était, oh non, ça y est, on va finir dernier tout le temps. Puis nous, on reste à côté des grands, Endo Ranger qui coursait à ce temps-là, qui gagnait tout. Pascal Picotte qui est ici à Granby. Moi, je suis juste à côté à Raxon Pound. Kevin Lacombe, tu as, des bons noms, des grands noms qui faisaient T'as des quand marcheurs même là-dedans, là. C'est pas des pieds de céleri, là. Tu viens de nommer toute non, une délégation dans le coin de Granby, là. Oh là là. Ouais, on a de la belle compétition côté motorisé, je te dirais. Ouais, Mais mais. écoute, on a parti à 98, on a fait 2 courses qui étaient un petit peu ordinaires. On avait quand même une vieille monture qu'on ne connaissait pas ça, les courses. On s'est équipé un petit peu en mieux. Dès qu'on s'est équipé mieux, on a fini dans les top 2 tout le temps, 1-2, 1-2. Donc, à partir de là, je gagnais environ n'importe quoi que je touchais les catégories. Donc, ça a fait 98, 99 et j'ai rapporté le 60cc dans ce temps-là. 2000, j'ai encore rapporté. En 2000, j'avais 10 ans, le 65cc. Ensuite de ça a monté à 85cc, je l'ai rapporté. Ensuite de ça, je faisais le junior 250 dans le temps. J'avais 13 ans. Ça, j'avais des croûtes à manger. C'était des hommes là, qui chauffaient des bicycles. Puis, Ouais. je l'ai arraché avec mon 80 livres, mettons. Là. Puis là, tranquillement, pas vite, la passion de la compétition, de catégorie en catégorie, on augmente la puissance de la monture, puis tu t'es senti de plus en plus à l'aise d'arriver avec les hommes, puis de réussir à performer, puis de gagner des courses. Ouais, ben écoute, ça, on a travaillé très fort. Là. Du gaz, on en a brûlé. Puis Oui. je me compte chanceux, là, mon père, là, je pourrais te dire qu'il en a donné du temps, puis il était présent, puis il était assidu, il était sévère aussi dans les lignes de course. J'avais pas d'erreur à faire, puis quand il me disait de faire une affaire, mais il fallait que je le fasse, puis j'aimais ça de même. C'est ça qui a fait en sorte qu'à 14 ans, on a tombé pro, puis on était dedans, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de gaz à brûler pour en arriver là. C'est pas jour au lendemain, on pense qu'on va être bon. Non, écoute, je pense que n'importe quel champion qui a travaillé très, très fort là, au passé, c'est sûr et certain. Donc, à la lumière de ton propos, Carl, quand un jeune ado que tu étais quand tu as commencé vit des moments de découragement où ça va un petit peu moins bien, papa leur plaçait dans le bon sens. C'est un peu ça que Ouais, je comprends. côté course, mon père était là, il me poussait très, très fort. Même à certains moments, les autres parents, là, ils se demandaient quasiment s'il était trop rough. OK? Puis pour ma part, moi, j'aimais ça de même. C'est de même qu'on formait des champions, selon moi. Puis de l'autre côté, tu avais ma mère quand j'arrivais de training, puis je disais, ouais, je voyais quasiment des étoiles tellement j'ai poussé. Ouais, mais je pense que tu n'as pas poussé assez, mon homme, encore. Fait que prochain coup, là, je veux que tu pousses plus, puis tu manges mieux, tu dors mieux, tu sais. Puis, fait que tu avais les deux côtés de la médaille qui étaient excellents, là. Quand tu pousses la machine, il y a toujours une certaine limite de franchir la limite puis que ça devienne un peu dangereux. Parce que tu pratiques un sport dangereux ou une chute, ben, ça peut avoir des conséquences extrêmement sérieuses. Est-ce que tu as déjà passé proche de ce risque-là? Tu parlais de blessures. Il y en a certainement eu plus tôt dans ta carrière, puis en grandissant aussi. Écoute, Anthony, là, quand on course, quand on est dedans des courses et tout ça, tu sais que quand tu courses avec ton char, par exemple, vendredi après vendredi, samedi après samedi, les murs qui sont à 4 pouces de toi, ben, sont live, puis tu les vois très bien. Puis c'est pas comme si jour au lendemain, tu arrives avec un char de course, puis le mur est à 4 pouces. Tout est relax, tout est live. C'est la même chose pour quand tu embarquais sur une moto, par exemple. Ouais. Je tombais quasiment, mais les spectateurs, c'est incroyable, mais pour le rider, c'est quand même pas si pire.
Ensuite de ça, côté chute, j'en ai eu, mais j'ai été très, très chanceux malgré tout, là. Ça a plus mal été là, dernièrement, mais sinon, là, une belle carrière de ce côté-là. Tu parles de la foule. Évidemment, peu importe le sport, il y a toujours l'attrait des gens, la dangerosité, ça en fait partie. Les gens qui tripent sur les sports de combat, ben, ils admirent aussi le courage de ces gars et ces filles-là qui vont d'un ring de boxe dans l'octogone aussi à l'UFC, par exemple. Ben, pour ceux qui vont avoir de la course sur glace, ben, il y a un peu ça aussi, là, la soif de voir un petit peu des fêlés de la course qui ont peur de rien finalement puis qui frôlent la catastrophe à chaque fois. Vous autres, c'est l'adrénaline d'être sur le guidon, mais quand il y a une foule qui vous encourage, ça change complètement tout aussi, j'imagine. Moi, je te dirais, j'ai coursé toute ma vie là, pour le show un petit peu. Ouais. J'adore le show, j'adore le public, j'adore les fans. J'aime ça les sentir vibrer là, avec moi. Fait que, tu sais, des fois, là, quand l'adversaire arrive, puis on se touche, par exemple, puis j'ai le sourire fendu dans les oreilles, là, jusqu'aux oreilles. J'aime ça, penser qu'on se donne un méchant show. Écoute, j'aime ça gagner, mais quand je suis seul en avant, là, je trouve ça plate au bout, là, tu sais. T'aimes ça coacher avec quelqu'un qui t'en donne ton argent. Exactement, comme qu'on sait très bien le faire les années passées avec Maxime Sylvestre, qu'on rentrait à Valco à 160 km dans la courbe, puis on se touchait environ 5 fois dans la même courbe. Ça, on a eu du fun bien dans la masse. C'est très dangereux, mais écoute, après ça, on s'en regardait, puis on était content d'avoir donné un show incroyable. Là, tu sais. Parce que chuter, c'est une chose. Chuter pas loin de vos pneus à 160 km/h, je veux dire, c'est des vraies déchiqueteuses ambulantes, cette histoire-là. Là. Tu veux vraiment pas tomber sous de la moto et te faire déchiqueter une jambe, par exemple. Ça, il y a tout le temps cette crainte-là aussi, j'imagine. Effectivement, là, on veut pas toucher aux pneus, ça c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on s'équipe très bien. Là. Ouais. La moto sur glace, c'est simple. Là, quand quelqu'un veut avoir des conseils, whatever, c'est simple, c'est des gardes pour les roues. On appelle ça les racks qui tournent autour des pneus. Ça prend ça absolument et un kill switch pour éteindre la moto lorsque tu tombes. Ouais. Parce que tu veux pas que la roue tourne gaz au fond à côté de toi. Là. Oui, ça, c'est une évidence. J'imagine, il n'y aurait pas de compétition s'il n'y avait pas cette fameuse skill switch-là. Ça vient automatique. Comment on l'actionne exactement? En chutant, vous avez un lien directement avec le moteur, c'est ça? Exactement. C'est un kill switch, c'est un arrêt moteur d'urgence, qu'on pourrait dire. C'est une corde. C'est une corde alliée avec un on-off, un arrêt moteur. Dès que tu tombes, la corde, elle suit le pilote. Donc, tu tires sur la corde et ça fait que la moto arrête. Oui, automatiquement. Donc, c'est ça. Exactement. Donc, quelque part, c'est le meilleur moyen d'être le plus en sécurité possible dans votre sport. Tu parles beaucoup de la course sur glace. C'est là où on te connaît le plus, Carl. C'est là où tu as connu le plus de succès en carrière. Puis évidemment, c'est le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Donc, c'est au mois de février que ça se passe. Mais tu as touché à toutes sortes de catégories de motos et pas seulement l'hiver. On t'a vu vraiment là, sur de grosses cylindries aussi, là, vraiment là, sur asphalte. Parle-moi un petit peu justement de ton parcours en général sur une moto et pas simplement sur la glace. Effectivement, on parle beaucoup de glace parce que je suis né là-dessus. Ouais. Puis j'ai jamais lâché après 24 ans de glace. Par contre, j'ai connu des belles années en superbike qu'on appelle le roll race. Moto sur l'asphalte, c'est incroyable. J'ai connu une méchante belle carrière. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, côté pratique, on pourrait dire, 2-3 fois dans l'été avec l'école pilotage FAS, par exemple, qui est en Ontario. Et par la suite, en 2015, c'est là que j'ai commencé à courser dans la série SV Cup. C'était super la fun, la série SV Cup. C'est toutes des motos pareilles, les sortes de pneus pareils, le gaz ordinaire ou super. Ouais. Donc, c'était une méchante belle classe. J'ai rapporté ça dès la première année, qui était super surprenant parce que je ne connaissais pas ce domaine-là. Et il y avait de l'avenir aussi en Superbike les années passées, surtout. Donc, j'ai continué dans ce voie-là. J'ai fait quand même beaucoup de succès. J'ai fait Je parlerais le monde qui m'a suivi un petit peu la carrière. J'ai fait un petit peu des miracles avec qu'est-ce que j'avais, le budget que j'avais. Ouais. Et on a eu du fun là, épouvantable. C'est drôle parce que l'hiver, c'est mon père qui me suivait et l'été, c'est ma mère parce que mon père n'avait pas le temps.
Ah Fait ouais, OK. que, 14, 15 ans, 16 ans, c'est ma mère qui m'a amené aux courses, gros trailer, gros pick-up. Elle haïssait ça au bout de conduire en plus. Fait que on a eu du fun. Ça prend des parents courageux pareil d'amener leur fils dans un sport aussi dangereux. Il y a toujours la peur qu'il t'arrive de quoi. Et je me mets à leur place. Là, je viens d'avoir une petite fille, là, l'avoir embarquée, me semble, sur une moto à 14-15 ans. Je ne triperais pas bien, bien. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, par exemple, là, je vais voir des courses de Superbike. Quand que mes chums, j'ai vu passer, là, le cœur me twist là, tellement que ça me fait peur. Puis ma mère, c'est une fille super, super inquiète en quelque sorte. Sauf que quand elle me voyait sur un Superbike, elle me disait Carl, tu danses avec le bike tellement tu as l'air à l'aise. Je suis apaisé de te voir rouler. C'est cool. Ah ouais, c'est comme ça qu'elle voyait ça. Je lui ai dit la même affaire à mon père. Il est venu me voir une année, ma première année en amateur 600. Je dis, hey, père, viens te voir, c'est le fun. Tout ça, il arrive à Shannonville, Ontario. Il dit, pas voir au bout du drette, là, j'ai commencé à slider en rentrant parce que j'étais un gars de glace, hein, fait que j'aimais ça slider. Il arrive là, il n'est même pas parké avec les 4 roues. Je commence ma slide, je plante le bicycle, je plie tout le bicycle, et sur le cul, l'ambulance, aide bol. De J'ai pas de donné bébé un Pierre. show au père. T'as pas fait mal trop trop? Non, c'est plus de peur que de mal, là, mais c'est quand même comique. Courser sur la glace, courser sur l'asphalte en superbike, il doit y avoir une bonne différence de budget, j'imagine. Oui, une très bonne différence de budget. L'asphalte, c'est un sport qui coûte vraiment cher, par exemple. C'est tellement le fun comme sport. C'est un sport clean, c'est rapide. Euh, L'asphalte, qu'est-ce qui coûte cher? C'est surtout, comme ça la glace aussi, les pneus. Ouais. Les pneus sur l'asphalte pour compétitionner au niveau professionnel, top en avant. Écoute, c'est des pneus neufs quasiment à toutes les sorties. Donc, une fin de semaine de course standard, j'ai utilisé environ 9-10 sets de pneus. Ça va très vite. Les motos, c'est quand même assez dispendieux aussi. Sauf que, écoute, hors de tout ça, c'est tellement un beau sport que le monde passe au travers du budget, puis on trouve ça vraiment le fun de faire du superbike. C'est un beau sport. Il y a moins de risques à te faire mal. Écoute, c'est sûr, il y a plus de risques excuse-moi le terme, de se tuer un petit peu, mais c'est rare que le monde se fait mal quand même là-dedans. Tandis que le motocross, l'été, coûte pas mal moins cher, sauf que c'est sûr que tu vas te faire mal. Là, Ouais. mais c'est le fun au bout, mais c'est le risque que j'aimais moins pas mal. Tu parles du superbike. C'est un sport qui est encore immensément populaire en Europe. Beaucoup de courses de moto. Les gens suivent ça autant qu'ils peuvent suivre la Formule 1. En Amérique du Nord, c'est beaucoup plus tranquille, tellement qu'on n'en entend presque pas parler de la course de compétition sur asphalte en moto. Ça en est où présentement, la compétition, même du côté américain? Il me semble qu'on n'entend jamais parler de ça. Ben, c'est très simple, hein, la façon que ça fonctionne. Côté Europe et tout ça, c'est les tracks, c'est gouvernemental, bien souvent. Donc, il y en a de l'annonce, puis ils veulent des courses, puis ils veulent des pilotes. Ici, là, autant toi, en terre battue, par exemple, on a de la misère avec ça, le son, puis la population qui, autant qu'ils vont venir voir courser, puis ils vont se virer de bord, puis ils vont chialer un petit peu. On a de la misère un petit peu. La mentalité est bien, bien différente. Donc, c'est la même chose côté Superbike. On a de la misère avec le son, on a de la misère avec les villes. C'est où ça va finir, je ne sais pas. Par contre, c'est super populaire là, quand même. Là. On remplit les track days. Et les journées d'essai, c'est plein. Si on ne se boucle pas à Noël, tu risques de ne pas faire de bicycle cet été. Côté course, c'est plus tranquille un petit peu que ça l'était. Sauf que ça reprend. C'est des cycles. Oui, Hein? beaucoup de cycles dans le sport, c'est bien vrai. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas lâcher ça. C'est pour ça que moi, j'ai un regain d'énergie de ce côté-là. Le côté moto, autant l'asphalte que la glace. Je pense que des tripeux comme moi, il faut être là, il faut rester, puis il faut pousser là, nos jeunes à en faire, tout ça. Il ne faut pas lâcher les traditions là, aussi facilement que ça. Moi, je me souviens, on a à peu près le même âge, Carl, puis je me souviens en grandissant, là,
des motos haute performance sur la route, là, c'était commun, pas mal plus qu'aujourd'hui. On n'en voit plus de ces motos-là, ultra rapides. Il y en a là, qui, honnêtement, là, poussaient la note un petit peu, puis ça se tuait sur la route un peu partout. Il y en a pas mal moins, c'est beaucoup plus réglementé, puis ça coûte un prix de fou assuré aussi. Est-ce que ça a un impact un peu sur le sport d'avoir un petit peu moins sur nos routes de nos jours? Oui, un gros impact. Je te dirais que c'est les années 2006, 7, 8 là, qui ont monté les coûts de plaque Oui. qui étaient d'environ, je lance un prix comme ça, peut-être de 300-400 à aujourd'hui 1500 puis 1800. Là. Ça a fait un gros impact. Ici, au Québec, là, on vendait environ un bon 30-40 du marché de motosport au Canada. Donc, on était un gros marché. En vendant moins de motos aujourd'hui à cause des coûts de plaque, ça a réduit le budget commanditaire. Ah oui, hein, Donc, côté commanditaire, si on en a moins, il y a moins de riders. Donc, ça a paru énormément. Est-ce que ces C'est sûr. motos-là, Carl, que vous possédez pour la compétition, ça peut aller sur la route aussi? Nous, on les équipe uniquement pour la track. Moi, OK. regarde, depuis 2005 que je compétitionne sur l'asphalte, je suis allé une fois dans la rue. Je voulais y goûter, je voulais connaître ça parce que je donne beaucoup d'écoles de motosport sur la piste et ça revient tout le temps. C'est du monde de la rue qui viennent se perfectionner. C'est parfait. Puis là, des fois, ils ont des questions. Ouais, nous autres, dans la rue, on a telle affaire. Bien, il fallait que j'y goûte pour connaître le monde, qu'est-ce qu'il me parlait. Sauf que je pousse quand même le monde d'aller sur une piste de course. C'est sécuritaire Mm-hmm. et tu en as pour ton argent. Là, tu pousses la machine tu es content à la fin de ta journée. Ça m'interpelle ce que tu dis parce qu'on vient de faire un grand détour là, pour revenir à l'essentiel, mais tu parles de nos pistes de course puis qu'il faut se battre pour garder le sport en vie, puis peu importe lequel, ce que tu l'as dit, là, les courses voitures, des courses de moto, ça fait du bruit, puis souvent des plaintes en lien avec ça. Mais à un moment donné, si on les ferme tous, ben c'est sur la rue, près de nos enfants, près des cours d'école, que ces gens-là vont vouloir aller assouvir leur soif d'adrénaline. C'est ça que les gens refusent de penser quand on parle du sujet épineux, du bruit des pistes de course. On les ferme toutes. Où est-ce que ces gens-là vont aller pour dépenser leur énergie? Effectivement. Puis on a une belle population grandissante, qu'on a de plus en plus de monde. Ça prend des pistes, ça prend une place s'évader. Il y en a de moins en moins. Puis entre moi et toi, tu ne veux pas voir ça dans les rues. Ben Je non. reste dans mon petit village natal. Puis des fois que ça rentre vite au village. Puis je trouve ça plate, juste ça. Moi, je suis un gars sur la route que je roule les limites. Puis je suis bien content d'y suivre parce que quand j'arrive sur une piste, ben là, c'est là que je m'évade. C'est là que c'est le fun de s'évader aussi. Exact. Maintenant, bon, tu vois ta Valcourt, tu as littéralement confirmé que tu serais sur place pour la compétition en 2022. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Évidemment, le retour du Grand Prix. Ça va être la 40e édition. J'ai l'impression que le taux de participation va être très élevé dans toutes les catégories. Tout le monde a hâte et c'est bien normal. Après un an d'absence, on dirait que certains vétérans dont tu fais partie ont le goût de rembarquer sur leur monture. Oui, je pense que ça va être incroyable. Moi, j'ai hâte. Puis, qu'est-ce qui arrive? Valco, c'est tellement connu, c'est tellement le fun. C'est un show comme que moi, j'aime. Donc, le monde sont impatients. Ils se préparent pour cette course-là. C'est pour ça que j'aime ça aller là. Je vais être là. Puis, je pense que les fans de moto et toutes catégories vont être là. J'aime bien ça, voir ça aussi, les motoneiges sur glace, sur l'anneau de glace, les snowcross. C'est vraiment le fun comme catégorie, ben pas de catégorie, mais comme événement de course. J'ai organisé des courses, moi, auparavant à Rocks and Pound. Je peux te dire que je lève mon chapeau, c'est un méchant bel événement à Valco. Ouais, tout le monde apprécie l'idée d'y aller. Puis la diversité, tu sais, il y a une catégorie que peut-être tu es moins intéressé, ben, tu t'en vas faire autre chose, tu te reviens une demi-heure après, puis là, les motos vont être sur la glace, les VTT vont arriver à faire la suite. Si t'aimes pas le snowcross, ben après ça, l'anneau de glace va rembarquer. Fait que c'est un feu roulant, puis ça n'arrête pas pendant les 3 jours de compétition. Anyway, tu peux être là la journée longue, fait tout le temps super beau et chaud. Ben ouais, dépend des journées. Calvaire se lève, là. Oh là là. Habillez-vous chaudement. Habillez-vous chaudement. Conseil, c'est ça. Habillez-vous, gang, Ouais. puis on va triper dehors tout ensemble.
Carl, il faut que je te parle de ta business, la pine d'aigle. La pine d'aigle. Oui, monsieur. On prépare des pneus de compétition pour moto sur glace. Ça fait déjà quelques années que tu travailles là-dedans. Tu as un super beau site web, d'ailleurs, lapinedaigle.com. J'ai visité ça dans le but de faire l'entrevue avec toi. Bref, tu es devenu une référence pour ces gens-là qui veulent s'équiper en pneus de compétition. Ça t'est venu d'où, ça, l'idée, justement, de travailler ça et de construire tes propres pneus? Oui, ben écoute, moi, ça fait des années que j'étudie mes tailleurs, puis avec Marcel Fournier, Charlie Beatty, des méchants bons gars qui pinent des tailleurs de haute performance. Sauf qu'il y avait tout un petit touch que moi, je voulais qu'on n'était pas capable d'aller trouver, et tout ça. Donc, il y a une année, j'ai dit là, je fais mes propres pneus. Donc, ça a parti le trip de faire des pneus. Je voulais en faire pour moi et moi-même. Donc, c'était pas en but de commercialiser tout ça. C'était vraiment le but de faire mes propres pneus, mais en ayant une petite coche de plus pour les courses. Écoute, quand j'ai dit ça au monde, un petit peu parce que j'ai peut-être une référence côté moto sur glace. Bien souvent, là, le monde se demandait si j'avais des pneus usagés, par exemple, des Erac, des Kill Switch ou qu'on fait de la moto. Donc, j'ai peut-être une référence. Donc, ça n'a pas été long, ça s'est parlé que je faisais mes propres pneus. Je ne niaise pas. La première année, je n'étais pas capable d'en piner un. Puis le monde voulait déjà des pneus. Et là, j'étais là, ouais, c'est parce que je ne suis pas capable d'en faire encore, là, tu sais. Fait que j'ai travaillé très, très fort. J'ai Charlie Beatty dans le coin de Montréal qui est très, très bon d'un côté faire des pneus sur glace. Il m'a montré comment ça marchait, puis je suis bien content parce que sans lui, là, oublie ça, je n'en pinerais pas encore, malgré mes 24 ans d'expérience de moto sur glace. Puis aujourd'hui, mais j'ai poussé ça une note de plus. Aujourd'hui, je fais mes propres setups, puis c'est des setups de course. C'est sûr que c'est bon pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Par contre, c'est vraiment des setups performants pour gagner. Fait que quand je vous vends un tire pour aller faire de la moto, mais c'est le même pneu que j'utilise pour gagner. OK. Beaucoup de choses là-dedans. Dans l'aspect technique de la chose maintenant, on construit ça comment? Un pneu pour rouler sur la glace. D'abord, les clous, on les trouve comment? Ne faut pas percer, évidemment, le pneu. Il faut qu'il demeure gonflé pareil pour aller sur la glace. Comment ça fonctionne exactement, la chaîne de montage d'un pneu pour la glace? Je te donner une idée, c'est vraiment beaucoup d'ouvrage. Un set de pneus, on parle de 10 heures d'ouvrage. OK, oui. Et donc, ça part de loin. Nos vis, ça a 1 pouce 5,8 de long. Donc, ça prend beaucoup de rubber à l'intérieur du pneu. Et ce rubber-là, il faut que tu t'adaptes aussi au pneu de motocross. Donc, c'est beaucoup. Moi, j'ai des gros tours pour machiner tous ces rubbers-là. Donc, ça prend beaucoup d'épaisseur de rubber adapté au pneu de motocross. Ensuite de ça, le pneu de motocross, il y a des angles spéciaux qu'on va aller chercher. Parce qu'un pneu de glace, on s'entend, ça n'existe pas sur le marché. Non. Donc, il faut machiner le pneu de motocross que moi, que j'utilise. Ensuite de ça, les vis, ils ont tout un angle approprié là, pour vraiment aller chercher le maximum d'attraction sur la glace. Autant côté break que gaz et un coup que tu es couché, un petit peu comme ça, les vis à côté. Donc, toutes les vis, ils ont vraiment une position technique pour aller chercher le maximum d'adhérence. Très intéressant. On pourrait piner des pneus comme les autos, tête ronde, puis un peu partout. Tu vas me dire, ça va traquer, oui, mais tu ne seras pas capable de breaker où tu veux, tu ne seras pas capable d'être technique sur la piste. Donc, beaucoup, beaucoup d'ouvrages là-dedans. J'imagine que. Puis, tu parlais justement de vis tantôt. Là. Par exemple, un pneu conventionnel peut y avoir combien de vis sur le pneu? Un derrière, là, on parle de 550 vis. Oh, wow, OK. Ouais, c'est beaucoup de vis. En avant, on parle d'environ 410 vis. Donc, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'ouvrages. J'ai une bonne équipe avec moi aussi pour m'aider là-dedans. C'est ça qui fait la différence, qu'on est capable d'en produire autant, puis autant performant. On est tous des passionnés de moto sur glace. Autant moi, si je ne ferais pas de BCX à la glace, il y a des bonnes chances que je ne ferais pas de pneus parce que c'est tellement d'ouvrages. Tu
peux pas faire ça pour le fun. Oui, c'est ça, ça te garde les deux mains dedans. OK, le nombre de vis, c'est quelque chose. Le temps, tu nous parlais d'une dizaine d'heures pour un train de pneus. Vous êtes capable de fournir combien de pneus par année, par exemple? Cette année, là, c'est ça, c'est parce que là, ça double année avec année. Oui. Donc, cette année, là, d'après moi, on touchait peut-être autour de 250 pneus. OK. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de pneus, beaucoup d'heures. Parce que, faut dire une affaire, moi, je travaille 40 heures de jour anyway, Ouais, ailleurs. c'est ça. C'est par Donc, temps perdu, là. Tu t'amuses avec ça. Là. ouais, mais là, c'est rendu beaucoup d'heures. On parle de 2500 heures environ. Là, donc, là, on est deux. J'ai des coéquipiers avec moi. J'ai Samuel Lacroix qui course en pro aussi, qui m'aide. J'ai Antoine Savage côté business, le site Internet et tout ça, parce qu'on s'entend, c'est pas moi qui ai fait ça. Oui, c'est ça. Donc, une belle équipe. Toute la gang m'appuie, puis on a du fun ensemble. Fait que, c'est le fun. C'est pour ça qu'on est capable de les produire. Ça va-tu aller plus loin que ça? Je ne sais pas. Je parlais tantôt de mon chum Charlie Beatty. Charlie est rendu, je pense, à 86 ans, donc il en fait plus bien de pneus. Là. Ouais. Il y a une Marcel demande Fournier en pareille, fait. là, je veux dire. Tu peux pas courir là-dessus sans pneus avec des clous, là, parce que tu iras pas loin sur la glace. Là. Oubliez ça. Non, Là. non, effectivement, ça prend vraiment là, ces vis-là appropriées là, pour les motos. Il y a de l'usure aussi, j'imagine, sur ces pneus-là. Là. Même s'il y a du métal en masse, on peut user ça assez rapidement. Comment ça fonctionne au niveau de l'usure? Mais c'est rendu tellement le fun de nos jours. L'attraction est incroyable. Puis maintenant, aujourd'hui, là, quelqu'un qui va faire une bonne hiver va utiliser un derrière à deux derrière maximum. Donc, c'est rendu incroyable. Je veux comparer avec moi dans le temps. Quand je coursais avec les Dominique Beaulac, Marcel Fournier et ainsi de suite. On utilisait 4 pneus par jour. Wow, OK, on est complètement ailleurs aujourd'hui. Là. Complètement ailleurs. Puis dans le temps, mais tu sais, ça ne traquait pas. Il ne fallait pas toucher à la neige, à terre. Il fallait vraiment rester sur la glace vive. Maintenant, il y a de la neige un petit peu, on paye sur le gaz un peu plus, ça y va. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de clous sur le pneu, parce que le pneu est mieux travaillé et c'est fait vraiment en fonction de vos besoins. C'est mieux travaillé, c'est plus de dégagement. On a évolué avec le temps aussi. Donc, on avance avec le temps, puis on va aller chercher encore mieux dans pas long. Super intéressant. Puis avant de te laisser, Carl, le temps file rapidement, mais beaucoup de choses dont on a abordé pendant l'entrevue. Mais tu veux nous parler aussi de ton programme de bourse pour les athlètes qui est relié, entre autres, à ton entreprise, la Pine d'Aigle. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, écoute, on ne l'a pas mis en vigueur encore. On va mettre ça un petit peu partout. OK. Là. Écoute, je suis tellement passionné. Je sais que les courses, ça coûte cher. On recherche tous des commanditaires. Donc, moi, je veux partir un programme de contingence qui appelle. Donc, tu finis premier, tu as un tel montant de pneus, la pine d'aigle. Si tu finis deuxième, un tel montant de pneus, la pine d'aigle, ainsi de suite. Donc, je vais lancer mon programme de contingence bientôt. Écoute, on s'entend, je ne fais pas des millions avec ça, les pneus. C'est beaucoup d'ouvrage aussi. Sauf que je tiens quand même là, à supporter tous les coureurs. Là, on parle québécois ici, mais je vends beaucoup au BC, dans l'Ouest canadien et tout ça. Donc, je vais supporter là, tous les coureurs. Finalement, je vais commanditer tout le monde. Ouais, ben c'est une super idée. Puis si ça peut aider un jeune à pouvoir l'aider à aller à la compétition, ben pourquoi pas? C'est une super bonne idée, ça. Oui, je pense que de l'aide comme ça, on en manque un petit peu. Comme je te disais tantôt, faut se tenir les gars qui aiment les courses. Il faut continuer comme dans le temps. Dans le temps, moi, je me rappelle, on avait beaucoup de commanditaires. Maintenant, il y a eu un petit relâchement, mais écoute, on va s'en emmener avec de quoi, puis on va continuer à faire évoluer le sport puis à faire avancer ça. Oui, puis ça prend des gens comme toi passionnés qui sont en arrière de ça pour aider les jeunes à pratiquer leur sport. Au moment où on se parle, début décembre, t'en es où présentement dans ta préparation pour ton retour à la compétition? Comment ça se dirige pour toi ton hiver? Oui, ça se dirige vraiment mal. OK. Écoute, je parlais tantôt à des copains là, que je vais livrer leurs pneus là, ici la fin de la semaine. Là, les gars voulaient aller rouler avec moi, mais mes pneus personnels sont loin d'être faits, là, tu sais. OK. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, la moto est en préparation cette année. Là,
j'ai donné plus la gomme que les autres années. Donc, on prépare les suspensions un petit peu côté moteur et tout ça, le mettre goût du jour. Donc, c'est le fun de se remettre dans le bain un petit peu pour se préparer. Pour l'instant, on n'est pas prêt, mais on va être plus prêt que jamais. Là, en comparé des autres années, justement, on se préparait quasiment la veille pour Valco. Là. Ça va être différent un petit peu. Donc là, tu vas arriver vraiment fin prêt pour la compétition au mois de février. Mais ça, c'est typiquement... je vis la même chose avec les courses. On a des pilotes qui préparent des voitures pour des compétiteurs adverses, mais c'est souvent les voitures des compétiteurs qui sont prêtes avant la leur. C'est un peu ça pour toi aussi. Là. Tu vas aider les autres avant de t'aider toi-même. Ah, c'est incroyable, mais c'est pas grave. Je veux le bien pour tout le monde. Ouais. Puis, moi, je suis pas inquiète pour moi. Je vais être prêt au bon moment. Puis avec l'expérience que j'ai avec les années, j'ai peut-être un petit peu moins besoin des pratiques des fois que bien du monde, mais on va se tenir à l'affût pareil, puis on va se préparer assez rapidement lorsque ça va être le temps. Watch out, les motos sur glace pour la 40e édition du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Ça promet d'être très spectaculaire. On a hâte de te revoir, Carl Daigle, et toute l'équipe là-bas. Je pense qu'on va avoir tout un show. Merci d'avoir pris le temps de nous parler dans la balado-diffusion. Question d'en apprendre un petit peu plus sur ce métier fascinant de pilote de course sur la glace en moto. Tu étais le sujet parfait pour le faire. Oui, puis j'invite tout le monde, là, les fans et tous ceux qui écoutent le podcast de Valco ou ailleurs. Et quand vous me voyez, arrêtez-moi, puis on va jaser, puis on va... si vous êtes aussi passionné que moi, là, ça va me faire plaisir là, de triper avec toute la gang. Vous allez voir que je suis un gars qui ça paraît pas bien qui est sérieux, fait que ça va être super le fun de jaser. Là. Absolument. Ben, on donne le rendez-vous. D'ailleurs, les gens qui veulent s'informer davantage sur les pneus de compétition sur la glace, c'est lapinedaigle.com. Très, très simple. Et vous allez voir qu'on fait les choses de la bonne façon dans toute ton équipe, mon cher Carl. Un gros merci. Puis on se reparle très bientôt à Valcourt. Yes, j'ai hâte de vous voir. Merci beaucoup, Anthony. Carl Daigle, la légende de la course sur glace qu'on verra au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt lors de la 40e édition au mois de février prochain. Merci tout le monde d'avoir été là pour la balado-diffusion. En cas de doute, Gaz au bout présenté par le Grand Prix de Valcourt. Et on se reparle très, très bientôt. Salut tout le monde.